Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un rapport assez détaillé qui concerne un musicien contemporain, Dominique de Vangelis. Alors, ce nom, il vous dit peut-être quelque chose, ou peut-être pas du tout. Et c'est un peu là tout l'enjeu, en fait. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre un peu qui est cet artiste, son parcours, sa musique, et surtout démêler cette confusion qui existe souvent avec un autre Vangelis, un Vangelis beaucoup plus célèbre. On va voir, c'est une histoire assez révélatrice. Alors, allons-y, et on commence par le point le plus important, vraiment crucial. On ne parle pas d'Evangelos Odysseas Papatanasiou. Ah non, surtout pas. Le grand compositeur grec, les musiques des chariots de feu, Blade Runner, tout ça. Le rapport insiste vraiment là-dessus. Oui, et c'est essentiel de commencer par là, vraiment. Là, on parle de Dominique de Vangelis, un musicien français qui vient d'Alsace. D'accord. Et son parcours est intéressant, parce qu'il est autodidacte au piano. C'est ça. Apparemment, il n'a jamais appris le solfège de manière, on va dire, traditionnelle. Par contre, plus tard, vers 18 ans, il a pris des cours de saxo et de chant. Une approche un peu hors des sentiers battus, quoi. Tout à fait. Et ça se ressent dès le début de sa carrière pro. En 2005, il sort son premier album, Vive la Vida, et il le sort en autoproduction. Autoproduction, c'est-à-dire financé et sorti par lui-même, sans maison de disques classique. Voilà, exactement. Et le style, à l'époque, est décrit comme un mix de sons latins et électroacoustiques, donc qui mélange électronique et instruments plus traditionnels. Et après ça, il n'a pas chômé, hein. La discographie est assez longue, non? Ah oui, on peut dire ça. Le rapport liste pas mal d'albums. Morning en 2006, Angels en 2007, Rêverie en 2009, Apocalypse en 2011, Humanis en 2014, jusqu'à Invasion en 2023, et même un single récent, Suspicion, en 2024. C'est une production très régulière. Impressionnant pour un artiste indépendant, hein. Et il y a eu un moment clé en 2012, c'est ça? Pour la diffusion? Oui, effectivement. En 2012, le rapport mentionne qu'il s'associe avec un distributeur digital, et ça change pas mal de choses pour la diffusion. Ça lui a permis d'être présent partout dans le monde, sur les plateformes type iTunes, Deezer, Spotify. Ah oui, d'accord. La distribution mondiale en ligne. C'est ça. Le single Civitas Vaticana de cette année, par exemple, a bénéficié de ça. Ça ouvre des portes, c'est sûr. Mais bon. Mais ça ne fait pas tout. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, les collaborations. J'ai vu le nom de Mylène Farmer cité. Oui. Alors ça, c'est un point qui accroche forcément. Le rapport parle de plusieurs remixes qu'il aurait fait pour elle. Des remixes de titres connus. Apparemment, oui. Souviens-toi du jour, Ici-bas, Tristana, Rêver, Je te dis tout, qu'ici, et même Désenchanté. Ah oui, quand même. Collaborer avec une artiste de cette stature, ça suggère une certaine reconnaissance dans le milieu, non? Ça indique forcément une connexion, oui, une certaine reconnaissance technique sans doute. Après, bon, il faut peut-être nuancer. Être remixeur, même pour une star, ça ne veut pas dire automatiquement être connu du grand public sous son propre nom, hein. Bien sûr, c'est un travail plus en coulisses. Voilà, mais il n'y a pas qu'elle, il a aussi collaboré avec d'autres gens, Electric Zoom, un certain Rafal Dobrozalski, le guitariste Jean-Marc Corvisier, ou encore une parolière Arabelle N. Donc il tisse son réseau, quoi. Et son style musical, du coup, il a évolué comment depuis les débuts latins électroacoustiques? Il semble assez varié. Il est parti de ça, oui, puis il a exploré l'électronique plus pure, par exemple sur un album comme Abyss. Il a aussi touché au rock, apparemment sur Humanis, et bien sûr la danse via les remixes dont on parlait. D'accord. Le rapport mentionne aussi son matériel. Clavier, sampleur. Oui, clavier M-Audio, sampler, le logiciel Adobe Audition, et un usage assez marqué des percussions, visiblement. Une palette assez large, en effet. Et il y a même une petite incursion dans la musique de film. Tout à fait. C'est toujours un débouché intéressant pour les musiciens électro. Une de ses compositions, La Marche du Chaos, qui vient de l'album Apocalyptica, elle a été utilisée dans un film américain, Ed Granny's House, sorti en 2015. Comment ça s'est fait? Apparemment, c'est le producteur du film, Les Mamonet, qui est tombé sur le morceau et qui a trouvé qu'il collait bien. Ok, donc si on essaie de résumer un peu le portrait, on a un musicien autodidacte, très productif, qui utilise vraiment les outils de son temps. Autoproduction, distribution digitale mondiale, présence en ligne, YouTube, Facebook, son site web même si l'adresse a peut-être changé.
Il navigue entre les styles, il collabore. Y compris avec des grands noms comme Mylène Farmer pour des remixes, et il place même un titre dans un film indépendant américain. C'est le profil d'un artiste bien ancré dans l'écosystème musical actuel finalement. Tout à fait. Et le rapport prend aussi la peine, c'est intéressant, de le distinguer d'autres Dominique connus. Ah oui, pour éviter encore plus de confusion. Comme Dominique Dalcan, qui est aussi musicien, ou Dominique Da Silva, le footballeur. Ce qui nous ramène un peu à la question de départ. Ben oui, le nom. Malgré toute cette activité, cette production, ces collaborations, cette présence en ligne, comment expliquer que la confusion avec l'Evangelis soit si fréquente et qu'il reste, somme toute, assez discret médiatiquement? C'est la question que soulève un peu ce parcours en creux. Comment un artiste avec une telle production, des connexions quand même significatives, Peut rester dans l'ombre, ou du moins être constamment défini par rapport à cet homonyme écrasant? Ça pose vraiment la question du poids d'un nom. Exactement. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure ce deep dive. Une réflexion à emporter, au-delà de la qualité de la musique, de la quantité produite, dans quelle mesure est-ce que le simple fait de porter un nom, surtout un nom déjà iconique, peut façonner ou même freiner la découverte et la reconnaissance d'un artiste? surtout aujourd'hui à l'ère numérique avec l'infobésité. C'est une question qui dépasse largement le cas de Dominique de Vangelis, finalement. Une bonne question à méditer.